Et je vois 36 personnes connectées. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous voir ce matin. On est en train d'attendre que tout le monde finisse de se connecter, pose son manteau et prenne son siège. Je suis Joël Ronez de Binge Audio. Je suis avec Alban Philly de Binge Audio et donc Manuel. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer d'ici 3 petites minutes. Ouais, disons 2, allez. Allez, 2. 1. Allez, à 4. Faut donner une prime à ceux qui arrivent à l'heure quand même. Donc c'est une quasi-exclue ce matin, hein, puisque pour ceux qui sont en train d'attendre, on a eu l'occasion simplement de le présenter en présentiel sur Paris il y a une dizaine de jours, je dirais, Alban, à peu près. Oui, c'est ça. Une semaine, 10 jours. Mais depuis, ça n'est pas sorti de cette pièce. Donc ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est exclusif. Voilà. Et puis il sera ensuite en accès libre, en téléchargement sur nos sites web. Vous pourrez avoir le livre blanc dans la journée, il n'y a aucun souci. Allez, c'est 4, c'est parti. À toi, Manuel. Bah écoutez, bienvenue à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Je vois que vous êtes une quarantaine de participants, c'est super. On va passer un petit peu de temps ensemble pour vous présenter une démarche que Binge Audio et Canva et Associés ont entrepris conjointement. Une démarche sur les podcasts et l'enseignement supérieur. Alors, la petite histoire, c'est qu'il y a quelques mois de ça, même 1 an et demi à peu près, on avait fait un premier webinaire sur le sujet qui avait plutôt pas mal marché et qui avait suscité pas mal de réactions. Et là, on a décidé d'aller un petit peu plus loin en éditant un livre blanc avec un angle, l'angle de l'influence que les podcasts peuvent soutenir, en tout cas côté enseignement supérieur. Donc, on va ce matin balayer à la fois un petit état des lieux de podcast et enseignement supérieur. On reviendra également sur quelques exemples de podcasts dans le secteur. Et puis, évidemment, on vous parlera bonnes pratiques, astuces, concepts, tout ce qui nous semble aujourd'hui important de rappeler, parce qu'il y a évidemment beaucoup de podcasts qui sont produits, en particulier dans l'enseignement supérieur. Tous ne se valent pas, tous n'ont pas forcément d'ailleurs ni la même ambition, ni le même degré de finition. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on essaiera d'aborder ensemble. Je vais laisser d'abord peut-être Joël se présenter Binge Audio, et puis ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter quelques éléments de contexte avant qu'on rentre plus dans le détail. Joël. Oui, bonjour, Joël Ronez. Moi, je suis le dirigeant et cofondateur de Binge Audio, qui est un producteur, éditeur et diffuseur de podcasts. Donc, on a démarré l'activité en 2016 et on est un média, c'est-à-dire qu'on a une petite rédaction, mais aussi des auteurs, des autrices, et on fait du documentaire, on fait du talk. Donc, du talk, c'est de l'interview, enfin, ou des conversations. On a fait un peu de fiction aussi, et on a évidemment dans notre panier de prestations qui finance aussi notre activité, de la production de contenu pour des tiers ou de la coproduction. Et c'est aussi, comme disait Emmanuel, ce qui a amené un peu la conception de ce livre blanc, c'est qu'on s'est rendu compte quand même au bout d'un certain nombre d'années qu'on avait beaucoup de références, beaucoup d'exemples, d'études de cas dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, essayons de mettre dans un document tout ce qu'on sait sur le sujet, quels conseils on pourrait donner aux uns, aux unes et aux autres, s'il y a des projets, et puis effectivement, présentons tout ça. Voilà, je suis avec Alban Philly aujourd'hui, qui est directrice de production chez Binge Audio. Bonjour à tous.
Et on a le plaisir, effectivement, de passer quelques instants avec vous pour présenter rapidement le livre. On ne va pas le paraphraser, on en a fait une version plus succincte. Et puis, on répondra à vos questions, bien sûr, à la suite. Et puis, bien sûr, on reste à disposition au-delà. Un petit mot sur, sur ouais, ton contact. Non, mais disons que c'est en préparant ça, on s'est dit, alors ça figure pas dans le livre blanc, mais je discutais avec un ami qui est doyen de la fac de l'université de journalisme à Columbia en ce moment. D'ailleurs, ils vivent des heures difficiles puisqu'ils sont menacés d'être privés de 400 millions d'euros de financement fédéral. Et donc, il est doyen de la fac de journalisme. Et puis, en gros, je lui demandais un peu comment il voyait l'utilisation des podcasts dans son activité. Et il m'a répondu ça, ce que dans l'université des auteurs, des autrices et du podcast, c'est une façon de promouvoir leurs travaux grâce à leur capacité à raconter des histoires. Et en fait, en anglais, le terme histoire, il est souvent, on le traduit par histoire, mais c'est stories, et stories, c'est ce qu'on utilise aussi pour une enquête ou pour un article. Et d'ailleurs, ça dit quelque chose sur la façon dont les anglo-saxons utilisent ce terme pour marketer un petit peu le travail éditorial qui est fait par leurs activités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a pu amener dans les productions, on en montrera quelques-unes qu'on a produites en coproduction ou pour le compte d'universités de diverses manières ou de centres de recherche, c'était effectivement la capacité à mettre en récit quelque chose qui, évidemment, est davantage brut ou davantage codifié par des règles traditionnelles de la publication relativement exhaustive ou pédagogique ou académique, et qui n'est pas du tout celle du podcast, qui est un produit éditorial, journalistique. Et voilà, l'idée, c'est quand on a condensé dans ce livre blanc un peu toutes ces recettes pour arriver à faire ça. Et je dirais, et ça c'est un terme on a employé dans le livre blanc, l'intérêt du podcast dans notre secteur d'activité, dans votre secteur d'activité, c'est qu'on peut parler de choses complexes avec des nuances. Il faut se rappeler qu'il y a un engagement important des auditeurs-auditrices. Ils vont nous concéder plus de 25 minutes d'écoute moyenne, ce qui à l'heure de TikTok et des réseaux sociaux est quand même évidemment très long. Ils reviennent souvent et ils sont capables d'écouter des choses qui sont, à condition qu'on sache justement leur raconter une histoire et maintenir leur attention. Mais effectivement, ils sont capables d'accorder du temps, de l'attention et d'écouter des choses complexes. Voilà. Alors, je te laisse présenter le sommaire, Manuel. Absolument. On va, comme je vous l'ai dit, rapidement parler un petit peu de l'état des lieux, faire quelques points sur les chiffres, les tendances. On évoquera ensuite avec vous les bonnes pratiques et évidemment, on se garde du temps pour échanger, pour répondre à vos questions, à vos remarques et pouvoir approfondir tout ça avec vous. On va commencer par l'état des lieux. Un mot sans doute sur la croissance, puis sur les types de publics et d'usage, et puis enfin sur cette question importante de la stratégie et de l'influence que les podcasts peuvent transbahuter et sur lequel ils peuvent être déterminants. Donc, le podcast, c'est un média qui continue à être en croissance. Ça, c'est un élément important à avoir en tête. C'est pas le cas de tous les médias aujourd'hui. 172 millions de podcasts français téléchargés en janvier 2025. Le chiffre est conséquent. Et 42% des Français qui écoutent des podcasts natifs en 2024 contre 37 en 2023. Donc, non seulement une progression, mais une progression assez soutenue de la consommation des podcasts. Vous aurez d'autres chiffres dans le livre blanc à ce sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est un des médias qui est en croissance actuellement et sur lequel on peut s'appuyer. Une question importante quand on est communicant, c'est évidemment la question de la cible. Et en la matière, on sait que le podcast aujourd'hui attire un public plutôt jeune, plutôt urbain, plutôt curieux et impliqué, pour ne pas dire engagé, dans la société. Donc, évidemment, ça peut vous aider à orienter votre choix sur le podcast si vous souhaitez toucher cette cible en particulier, mais ça donnera aussi, je dirais, une indication sur le type de contenu à proposer à ces cibles. On y reviendra un petit peu plus loin dans le webinaire. Donc voilà, quelques chiffres là-dessus. 50% des auditeurs qui ont moins de 35 ans, 60% qui sont bénévoles dans une association qui soutiennent des causes. C'était ça l'aspect un petit peu engagé qu'on soulignait à l'instant.
l'idée qu'à un moment donné, ils attendent aussi du contenu en phase avec ces attentes qui sont les leurs, ces façons d'être aussi. Donc l'eau tiède, ça sera compliqué, ça ne marchera pas. La façon d'angler aussi, peut-être certains sujets que vous avez à proposer, sera déterminant finalement sur l'attractivité du contenu et du podcast. On dit souvent que les consommateurs, consommatrices de podcast, les auditeurs, auditrices, sont davantage consommateurs de loisirs culturels que la moyenne et sont à minima éduqués, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire, qui ont fait à minima des études supérieures. C'est-à-dire que, alors, ça correspond peu ou prou aux gens qui consomment du média au sens large. Loisirs culturels, il faut l'entendre comme un abonnement à une carte UGC illimitée, Netflix ou Disney+, mais également des gens qui fréquentent la librairie ou qui lisent. Et on le sait parce qu'on a une activité d'édition de livres aussi, et dans laquelle on voit que c'est très bien, enfin c'est tout à fait le même public. Ce qui explique aussi sans doute qu'ils sont prêts à passer du temps à écouter. On reparlera des formats tout à l'heure, mais il y a ce format Shorts qui est extrêmement développé sur les réseaux sociaux, c'est des pastilles, des vidéos de quelques secondes. Là, c'est pas le cas en fait sur la plupart des podcasts. On est à plusieurs minutes d'écoute, voire plusieurs dizaines de minutes d'écoute, et si vous avez bien, anglé votre sujet, que vous trouvez un public en face, c'est un temps qui sera absolument pas une barrière, au contraire. La question des usages, c'est également la façon dont on consomme le podcast. Donc, c'est une consommation essentiellement mobile et immersive, avec évidemment énormément d'écoute sur smartphone et dans les transports, que ce soit transport en commun ou voiture. Donc là, j'imagine que je vous apprends rien, mais peut-être que le petit pas de côté et l'élément important à avoir en tête, c'est que ça implique une façon d'écouter. Et la façon d'écouter, c'est celle de l'intime. On est avec ses écouteurs, on est connecté directement au podcast. Le rôle de la voix, par exemple, de l'hôte du podcast va être très important, va jouer un rôle aussi dans la façon dont on reconnaît ou pas une émission, un ton, etc. Et puis, évidemment, l'intime va favoriser l'engagement. C'est-à-dire que si on accroche avec un épisode, il y a de fortes chances que derrière, on a envie d'écouter les autres. Ce qui peut aussi avoir des conséquences sur les stratégies à mettre en œuvre de diffusion. On aura peut-être cette question de combien d'épisodes ou à quelle fréquence diffuser. C'est des questions qui sont évidemment très importantes. Pour terminer sur cette partie un peu contextuelle, ça c'est plutôt une conviction qui nous anime, mais je crois que c'est important aussi, le fait que le podcast soit finalement un outil assez stratégique pour les institutions et les entreprises, à la fois parce que, et on aura l'occasion de l'évoquer, le ratio entre l'investissement à mettre dedans et finalement ses retombées est assez positif, assez important. Évidemment, ça demande un petit peu de technique et d'investissement, mais sans doute moins que d'autres médias, je pense à la vidéo en particulier. Et pour autant, en l'occurrence pour le monde académique en particulier, recherche, université, c'est un vecteur de communication qui va être très puissant puisqu'il va donner la parole à des experts, à des gens qui sont des sachants et qui vont vulgariser. Vous avez, vous, ce réservoir-là, c'est pas le cas de toutes les marques ou de toutes les institutions. Vous, c'est le cas. Vous avez ça sous la main. Et donc, évidemment, il va falloir s'en servir pour valoriser à la fois l'expertise, mais, et c'est aussi un usage qui se développe, peut-être aussi pour mobiliser vos propres communautés. On vous montrera quelques exemples de podcasts utilisés en matière de communication interne ou de cohésion. Je pense aux alumni, par exemple, qui peuvent être des usages assez intéressants. Donc, c'est pas forcément un outil toujours tourné que vers l'externe. On peut aussi imaginer d'autres types d'usages avec le podcast. Pour terminer, une incitation là plutôt qu'une constatation, mais on pense sincèrement que le podcast aujourd'hui est encore sous-exploité dans l'enseignement supérieur et la recherche, même si, je le disais, beaucoup d'épisodes et de podcasts ont fleuri ces dernières années dans le secteur. Le constat globalement, c'est que au-delà du podcast, les universités, les organismes de recherche manquent sans doute encore d'influence. On a pu le constater avec quelques épisodes récents politiques autour du budget, par exemple. Joël évoquait en introduction les attaques contre la science aux États-Unis. On en a connu aussi quelques-unes en France ces derniers temps. Donc, il y a un vrai sujet sur l'influence du secteur enseignement supérieur et recherche. Pour autant,
Il y a des atouts sur lesquels vous pouvez compter. Le fait que vous êtes évidemment des producteurs de savoir importants, vous avez une expertise qui est reconnue d'ailleurs par une partie de la société. Hein. Vos enseignants-chercheurs sont très souvent dans les médias, par exemple, pour commenter l'actualité, pour être invités dans des émissions. Et même les politiques, d'ailleurs, n'hésitent pas à monter régulièrement des groupes d'experts autour de sujets sociétaux dans lesquels souvent on trouve des chercheurs. Donc le défi, c'est comment on connecte cette reconnaissance, qui est une reconnaissance partielle aujourd'hui, à un rayonnement de l'institution plus fort, au fait que votre marque va être plus influente, va porter et va toucher un public plus large. Une des solutions, c'est sans doute ce podcast qu'on évoque. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça va être le vecteur de prise de parole pour vos experts, justement, et une possibilité de toucher un public qui n'a pas forcément l'habitude de rentrer dans l'institution universitaire. La seule condition de réussite, au-delà de la technique, ça va être évidemment cet angle-là, trouver votre public et sortir du cadre institutionnel. Donc, d'une certaine façon, penser, encadrer, scénariser la parole du ou des chercheurs ou des sujets scientifiques que vous souhaitez porter. Et c'est un défi, on pense, qui est vraiment à votre portée. Pour ça, on va d'ailleurs vous donner quelques bonnes pratiques et je vais laisser la parole à Joël. Oui, alors effectivement, dans les bonnes pratiques, on a ici voulu remettre des choses. Alors, ça figure pas tel que, justement, parce qu'on voulait pas le paraphraser, le livre blanc, qui est plus détaillé, voilà. Mais c'était un peu pour essayer de vous donner quelques exemples illustrés de ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc, en gros, le premier point dans les choses à faire, c'est, on l'a formulé comme ça, mais réfléchir à son utilité, à ce qu'on apporte au débat. C'est-à-dire, c'est donc se poser la question de la valeur d'usage du contenu qui va être créé et capter l'attention avec des sujets qu'on ne va pas retrouver forcément dans les médias mainstream. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre sur la place des débats et des questions complexes. Et le point 2, questionner les angles morts. Il y a un bon exemple pour ça, c'est-à-dire aller chercher des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans le cadre de l'activité et qui méritent un éclairage. Alors, on a un exemple d'une coproduction qu'on a fait avec la fac de médecine de Sorbonne Université, qui est le Serment d'Augustin. On a produit 2 saisons, dont une avec la Sorbonne et le deuxième avec Sorbonne Université et la Fondation APHP. Et ensuite, ils produisent maintenant tout seuls la 3e saison. C'est sur la question des relations patients-soignants et tout ce qui en découle, c'est-à-dire, on va dire, la prise en compte de la personne à l'intérieur du soin et non pas de la pathologie. Et c'est quelque chose qui n'est pas abordé dans le cadre des études, ou alors il y a quelques heures d'éthique, mais voilà, qui sont un peu expédiées. Et là, on en a fait un documentaire avec une autrice qui enquête sur la question, effectivement, de la relation patient-soignant, sur les questions de est-ce que la médecine est grossophobe ou raciste ou misogyne, la culture de la salle de garde a-t-elle, on va dire, est-elle passée de mode, la culture carabin, etc. Et c'est un documentaire qui est utile pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a diffusé dans Programme B, qui est notre programme de récit d'actualité, mais qui en plus faisait l'objet d'une option notée par les études, donc notée par l'université, dans le cadre effectivement de la validation de l'année pour les étudiants en médecine de Sorbonne Université. Et l'intérêt d'utiliser le documentaire pour ça, c'est que ça permettait de faire effectivement un petit regard extérieur sur un sujet avec une autrice et ça permettait de questionner un point qui n'est pas forcément abordé dans le cadre des études. Et Alban, tu prends la parole quand tu veux rajouter quelque chose, hein, parce qu'effectivement, ensuite, être pointu pour être accessible, alors ça peut paraître paradoxal, mais souvent on a l'impression qu'il faut simplifier pour être accessible à tout le monde. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire ce qu'on va attendre de vous, qui sont les établissements d'enseignement supérieur et de recherche produisent de la pensée, mais l'idée là, c'est de travailler ça pour être accessible, mais du coup, ça veut dire sans faire l'impasse sur les notions complexes. Je donne un exemple dans un autre champ qui est celui des questions de défense, de conflits armés et de géostratégie, qui est un podcast qui s'appelle Le Collimateur, qui est
animé maintenant depuis 4 ans par un agrégé d'histoire normalien qui s'appelle Alexandre Jublin. C'est le podcast de référence sur le sujet et comme vous savez, les conflits armés sont un sujet qui revient un peu à l'ordre du jour en ce moment. Il va discuter avec des think tankers, avec des militaires dégradés, avec des chercheurs, avec des sociologues, des économistes sur des sujets très complexes. Et il va évidemment leur laisser leur vocabulaire et leurs outils conceptuels, mais il va à chaque fois qu'on va les retrouver la première fois dans le podcast, leur demander de nous expliquer de ce dont il s'agit, en termes simples, accessibles. Et ensuite, une fois que tout le monde est muni des outils, et ben à ce moment-là, ils peuvent suivre le fil narratif et le décryptage qui est fait dans le podcast. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un podcast, c'est d'être capable d'aller plus loin que la vision simplificatrice qu'on peut avoir en radio où le temps moyen d'un sujet est de 1 minute 20 ou en télévision de la même manière. Et donc, on va attendre effectivement des choses qui vont durer du temps, 1 heure, 1 heure et demie sur un sujet, avec des développements. Et ça, paradoxalement, plus on est pointu, mais plus on explique ce dont on parle, plus on va être accessible. On vous donnera des exemples aussi de ce qu'on a fait, par exemple, en termes de vulgarisation. Peut-être tu veux en parler, Alban ? Oui, je voulais vous expliquer aussi très concrètement par quoi ça passe. Par exemple, nous, les journalistes, les auteurs et les autrices avec lesquels on travaille, quand on conçoit un podcast avec eux, on les encourage à écrire le podcast comme s'il s'adressait à une personne, à un seul auditeur, auditrice, qui serait quelqu'un qui ne connaît absolument rien au sujet, mais qui n'est pas quelqu'un d'idiot, qui est vraiment quelqu'un qui a envie de savoir, qui a envie d'en apprendre plus sur le sujet, mais en parlant à une personne, en fait, ça aide beaucoup à avoir ce côté très accessible. Ça, c'est pour le côté très concret aussi. Ensuite, pensez très tôt à la distribution en canaux de communication. Alors ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de méprise sur le sujet. La plupart des gens qui ne sont pas comme nous des médias imaginent que produire un contenu et le poser quelque part va permettre, même en le faisant très bien, va permettre effectivement de générer de l'écoute ou de la consommation. Non, en fait, le problème, c'est qu'on est dans un, je vous l'apprends pas, sur Internet, au milieu de milliers, de millions, de milliards d'offres, et qu'il faut pouvoir distribuer ça à l'intérieur d'un canal. Soit vous avez assez de volume et vous avez organisé un canal qui effectivement délivre de manière récurrente et vous avez des abonnés. Alors ça peut être, par exemple, il y a le cas des newsletters, etc., qui sont payantes, gratuites. Vous avez effectivement le podcast, vous avez les chaînes YouTube et tout ça. Mais on a tendance à dire concentrez-vous sur un canal et éventuellement, si vous n'en avez pas, utilisez les canaux de médias qui existent. C'est ce qu'on fait, nous, par exemple, en distribuant dans Programme B des coproductions avec la Sorbonne ou avec, par exemple, le ministère du Logement qui a un centre de recherche qui s'appelle le PUCA, le Plan Urbanisme, Construction, Architecture, où il voulait être référencé dans les écoles d'architecture sur une série de colloques. Bon, on a produit une série documentaire qu'on a diffusée. Ce qui est important, c'est vraiment de le penser dès le début. Sinon, vous aurez évidemment un contenu super, mais peu d'audience, peu d'écoute. Et en fait, là, il n'y a pas de secret. Plus vous êtes là de manière récurrente, régulière, plus vous durez. En tout cas, l'audio, ça demande la permanence. La radio est un média d'habitude. On met du temps à rentrer dans les habitudes, mais une fois qu'on y est, on ne bouge plus. Par contre, ça met du temps. On va chercher les gens un par un. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Et enfin, mobiliser l'interne pour mieux toucher en externe, ça a l'air contre-intuitif, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la cible d'abord, c'est l'interne, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser autour de soi parce que c'est les gens les plus convaincus qui vont faire le bouche à oreille et que le bouche à oreille, c'est 97% de la recommandation aujourd'hui d'un podcast. Vous avez assez peu de levier marketing, de capacité d'achat d'espace. Enfin, il y en a, on vous montrera, on vous donne quelques exemples comment médiatiser un podcast, mais du coup, l'interne, c'est effectivement le mieux. Un exemple ici, par exemple, sur cette image, vous avez des exemples de la soirée d'écoute qu'on a fait pour le podcast Le Serment d'Augusta. Ce sont des étudiants en médecine, on les a mis dans un amphi, ils sont 200. Il y avait la fanfare de la fac de médecine qui était là. Il y a eu un apéro derrière avec des bons becs et tout ça. Voilà, bon, on a fait un espèce on a rendu ça festif. Et il y a eu un débat aussi, une table ronde à l'issue de l'écoute. Et ils ont des casques, là, qui sont des casques sans fil. Et on a écouté les 3 premiers épisodes. Et ensuite, il y a eu un débat. Et ensuite, il y a eu effectivement une teuf. C'est eux qui vont mobiliser. Avec l'université Paris-Saclay, il y a quelques années, on a fait une série de portraits d'étudiants qui étaient des parcours d'apprentissage. Et ces parcours d'apprentissage, c'était effectivement
pour mettre en valeur les parcours de master de l'Université Paris-Saclay. Et on a missionné une photographe qui a pris donc des belles photos de chacun de ses étudiants. Ça a donné lieu à une exposition dans le hall de la fac, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver des événements, trouver des moyens de communiquer pour que l'interne se fasse l'écho et pouvoir effectivement, comme ça, ensuite déborder et aller conquérir un par un les auditeurs, auditrices. Dans les choses à ne pas faire, je dirais, alors dépolitiser le propos, c'est-à-dire en fait se départir de ce qui fait son relief ou sa spécificité. Donc, vouloir être politiquement correct, vouloir gommer les aspérités. Ça n'a pas marché. L'idée, c'est quand même d'avoir des angles et d'assumer ces angles-là et effectivement d'aller chercher des sujets qui peuvent déranger. C'est le cas dans le cadre du serment d'Augusta, c'était quand même une remise en cause de la façon dont les étudiants étaient formés et donc ça remettait en cause à la fois la pratique médicale des diplômés, de ceux qui étaient en train de passer donc leur diplôme, parce qu'en fait les débats ont montré qu'ils étaient assez clivés sur ce sujet, en disant mais on n'est pas là pour ça, de quoi vous nous parlez, etc. Et puis aussi le corps enseignant, et donc c'est intéressant d'avoir une vision effectivement un peu politique de ce sujet-là. Et on a tout tendance à dire le podcast c'est de l'intime et du politique. Bon, ce n'est pas si simple, mais c'est en partie vrai. Faire un podcast qui ne parle qu'à soi, donc faut avoir, enfin ça c'est la démarche du média, c'est-à-dire imaginer que qu'est-ce que ça doit amener à celui ou celle qui écoute. Voilà, c'est principalement ça. À quoi ça va lui servir? C'est-à-dire qu'évidemment, l'idée, c'est pas de dire ce qu'on a à dire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va être attendu et à quoi ça va servir à celui qui écoute. Le point 3, c'est un peu basique, mais... Peut-être juste pour compléter très rapidement sur cette partie 2, nous on dit souvent qu'il vaut mieux être intéressant qu'être intéressé, pas essayer de faire passer en force ces messages, mais vraiment se mettre du côté des auditeurs. Et ça, c'est aussi le rôle qu'on a, nous, côté Canvey et Associés et Binge Audio, c'est qu'on est vraiment les premières, on est la garantie des auditeurs, quoi. On se mettra toujours de leur côté quelque part pour régler le contenu. Bon, enregistrer des conférences, des colloques, etc. Alors voilà, ça souvent, je réponds à l'avance, mais vous le savez, j'imagine, parce que maintenant, c'est pas la première fois que les podcasts sortent dans le milieu universitaire. Mais on a souvent cette demande quand on arrive quelque part, tiens, mais on a des conférences super avec des super intervenants, on les enregistre, on les met en ligne. Bon, oui, ça fait des conférences enregistrées, mais ça fait pas un podcast. Pourquoi? Parce que c'est une forme orale, la conférence, qui est particulière, qui s'adresse à un auditoire présent. Il y a une forme rhétorique particulière, dans les tables rondes, etc. Et ça s'écoute très mal. Le podcast, c'est quelque chose qui est pensé à l'écrit pour être lu. Et c'est quelque chose qui est effectivement destiné à un public qui est non présentiel. Et donc, c'est une forme d'oralité particulière. Mais effectivement, l'enregistrement de conférence, ça n'est pas un podcast. Vous pouvez le faire, mais vous ne pourrez pas fidéliser. Vous pourrez garder ça à titre d'archive. Ça fait... pour des actes de colloque ou autres, mais ça ne fait pas un podcast. Enfin, en tout cas, ça ne permet pas d'avoir, à des fins d'archives, de conservation, de patrimoine, mais c'est tout. Lancer beaucoup de petits podcasts isolés. Je donne l'exemple là, pas dans ce secteur, mais à l'époque, on a créé les prototypes des podcasts pour Le Parisien et Les Échos. Et en fait, la question qu'ils nous posaient, c'était qu'est-ce qu'on fait comme podcast, etc. Donc, ils ont fait 2 podcasts aujourd'hui qui s'appellent Code Source et puis pour le Parisien et Les Échos, La Story. Chaque service voulait faire son podcast. Donc, le service sport voulait faire un podcast foot. L'autre, il y en avait même un qui voulait faire un podcast PSG. Ensuite, il y en avait qui voulaient faire des podcasts faits divers. Il y en avait qui voulaient faire des podcasts sur l'immobilier. D'autres qui voulaient faire des... Bon. On leur a dit ça marche pas. Faites un seul podcast parce que en fait, vous allez concentrer votre force sur un seul format et à ce moment-là, publier de manière récurrente. Mais il faut éviter d'avoir des petits lots de 6 podcasts, 8 podcasts qui sont posés dans un coin. Parce que là, vous allez étaler en fait, mais vous n'allez pas concentrer. Ça, c'est important. Il vaut mieux avoir une offre avec des contenus qui rentrent dans cette offre. Et ce qui ne rentre pas dans cette offre, vous le traitez autrement. Vous faites un événement, vous faites un autre support, vous faites un autre format, vous faites de la vidéo, vous faites autre chose. Mais en podcast, vous faites un format. Et ce qui ne rentre pas dans ce format n'y est pas. Et vous essayez d'imaginer qu'est-ce qui va pouvoir être alimenté par plusieurs événements, plusieurs éléments, plutôt qu'étalé. Voilà. Et enfin, et le dernier point, c'est important, pensez que le budget, c'est en fonction de la durée d'écoute et non pas du format. C'est-à-dire souvent, on fait un devis, on dit voilà, ça va coûter tant.
on a des ordres de grandeur. On est à peu près sur du talk, on va être entre 4 000 et 6 000 euros de l'heure, de l'épisode. Et puis, sur le documentaire, on est plutôt à 10 000 à 15 000 euros de l'heure. Ça, c'est des ordres de grandeur, encore une fois, tout dépend du format. Et alors, pour 15 minutes, on nous dit « Ah, mais si on fait 10, est-ce que c'est moins cher ?» Non, c'est pas moins cher. Plus vous faites court, d'ailleurs, plus c'est cher, parce que la concision est plus complexe que, effectivement, de laisser les choses en l'état. Non, en fait, ce qui va déterminer le coût, c'est le format. C'est-à-dire, si vous faites du reportage, vous allez vous déplacer, il y a des coûts de montage, il y a des coûts de dérochage, etc. Si vous mettez un expert et un journaliste dans une pièce, c'est moins cher, vous enregistrez les conditions du direct. Que ça fasse 45 minutes ou 30 minutes, finalement, ce sera le même prix parce que les intervenants seront rémunérés de la même manière. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que la durée d'écoute ne détermine pas le prix. Voilà. Je laisse la parole à Alban pour le point suivant, qui est un peu… Oui, peut-être juste pour compléter très rapidement le point que Joël vient de dire, parce que nous, voilà, c'est vraiment quelque chose où on est régulièrement confronté à ça dans les appels d'offres, nos clients qui nous disent combien vous faites pour un podcast de 5 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. Et du coup, le conseil, le conseil que je vous donnerais, moi, plutôt, s'il fallait réfléchir à la façon dont vous voulez faire vos offres, etc., c'est plutôt de réfléchir avec 3 formats. Le format entretien, interview, où pour le coup, on est quasiment donc, comme disait Joël, dans les conditions du direct, il y a du montage, etc., mais on est vraiment sur un format entretien. Le format documentaire reportage, documentaire reportage, et un 3e format qui est, lui, souvent un peu plus cher, qui est quand on veut faire de la fiction, ou des formats un peu hybrides qui impliquent de travailler notamment avec des comédiens. C'est un peu les 3 formats à distinguer, notamment lorsqu'on réfléchit aux appels d'offres, etc. Très rapidement sur la production, donc un peu comme tous les projets d'audiovisuel, on fonctionne par une phase de conception, pré-production. Avec dans le podcast, il y a la création des contenus, mais il y a aussi la création de tout ce qui est métadonnées, création du flux dans lequel va être diffusé le podcast, création de l'identité visuelle, de l'identité sonore, etc. Ensuite, il y a la production et la post-production. Puis la diffusion. Nous, généralement, on se dit que à partir du moment où on a un go ferme on se lance sur un podcast, il faut compter 3 mois à peu près avant de sortir le premier épisode, justement pour pouvoir faire toute cette phase de conception. Et sauf si c'est des formats un peu spéciaux, c'est-à-dire que si on décide vraiment de créer un podcast de but en blanc, dans ce cas-là, il faut compter 3 mois. Si en revanche on décide de s'intégrer dans des podcasts déjà existants, il y a un petit peu moins de travail de conception au départ, et donc on peut viser un peu plus court. Mais voilà un petit peu pour les durées à prévoir. Alors, la distribution, je vais faire court parce que c'est détaillé dans le livre blanc. Mais vous avez la possibilité. Alors, la distribution du podcast, elle se fait par un vieux truc de l'Internet qu'on appelle un flux RSS. Bon, alors, sans rentrer dans les débats techniques, c'est quand même intéressant à l'heure des algorithmes et des plateformes, etc. C'est un lien hypertexte qui vous amène, c'est un fichier texte qui est une adresse, un lien hypertexte, si vous voulez, qui n'est pas lisible par un navigateur, mais par une application de type Spotify ou autre. Ça, c'est un flux RSS. Et RSS, pour la petite histoire, ça voulait dire Real Simple Syndication. Voilà, donc syndication super simple. Alors, c'était utilisé pour les articles, etc. Bon. C'est maintenant utilisé que pour le podcast. Mais alors, la particularité, c'est que c'est des flux des adresses qui sont publiques, et vous pouvez utiliser Pocket Cast, Apple Podcast, Spotify, et chaque fois que vous vous abonnez à un flux, il va aller chercher sur l'hébergeur de l'éditeur le contenu, et il va le ramener, c'est-à-dire il va chercher l'audio, il va chercher le titre, le nom de l'auteur, la description, la date, etc. Tous ces flux sont publics. Mais il est possible de créer des flux restreints, c'est-à-dire qui sont destinés à une communauté interne. Donc, vous le diffusez, mais il est accessible qu'aux gens qui ont un flux RSS avec une clé qui permet effectivement de s'adresser à un public qui aurait donc du coup la bonne adresse. Nous, on a tendance à dire, adressez-vous, même si vous parlez vers l'interne, finalement, laissez ça déborder et faites des choses qui sont accessibles de manière publique, parce que paradoxalement, le message va être véhiculé et va revenir.
Et ensuite, je dirais, on a, en termes de distribution, soit vous avez votre propre flux RSS, parce que vous avez assez de volume, soit à ce moment-là, il vaut mieux aller chercher l'hébergement au sein d'un flux RSS existant. Si on pense flux RSS, on pourrait imaginer la notion de chaîne. Donc, on pourrait dire, par exemple, Programme B pour Binge Audio, c'est une chaîne. Cette chaîne, il y a des épisodes de manière récurrente. Et à intervalles réguliers, eh bien, on peut héberger du contenu partenaire. C'est ce qu'on fait pour le Serment d'Augusta. C'est ce qu'on a fait pour, effectivement, d'autres centres de recherche, l'Institut du cerveau. Ça a été le cas pour PopSup, UCA, etc., enfin, qui sont des groupes de recherche. Et à ce moment-là, on va introduire dans le podcast, effectivement, ces épisodes, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà des abonnés. Mais dans ce cadre-là, il faut que le contenu ait été, le contenu ait été pensé conjointement avec l'éditeur de ce flux pour que ça convienne à l'auditoire qui est effectivement là. Voilà, une présentation succincte. Vous avez sûrement des questions. On a été plus bref que lors de la présentation in situ, parce qu'on est en ligne et qu'on ne voulait pas vous faire perdre votre temps. Mais vous avez peut-être des questions, on peut répondre, on est là pour ça, bien évidemment. Moi, j'en lance, Joël, parce que je sais que c'est toujours pas facile de se lancer en tant que premier questionnant. Une petite question sur l'international et sur l'anglais. C'est un truc qu'on n'a pas forcément abordé, mais il y a des chercheurs qui aiment bien s'adresser à une audience internationale. Il y a des universités ou des écoles qui veulent toucher des étudiants étrangers. Est-ce que le podcast, c'est une bonne solution? Est-ce que si j'ai un podcast en français, je le traduis et le tour est joué? Comment ça se passe? Alors, la question de la traduction, elle est complexe parce qu'elle bouge assez vite du fait des progrès de l'intelligence artificielle et des voies de synthèse. Bon, et je répondrai à la question d'Olivier ensuite. C'est un peu particulier. C'est-à-dire que, alors, en audio, contrairement aux documentaires vidéo, par exemple, vous ne pouvez pas sous-titrer. Souvent, des contenus de reportage ou documentaire, vous mettez un sous-titre et puis vous avez du contenu accessible qui voyage assez bien. Idéalement, si vous adressez à une audience internationale, vaut mieux le penser et le produire en anglais. Ça va être plus simple. Ou alors dans la langue de référence de votre sujet, qui peut être une autre langue, mais en gros, il vaut mieux le faire dans la langue en question, dans la langue cible. Voilà. Il est possible pour certains formats de type narratif d'imaginer que le script, donc un contenu qui soit lu par une voix d'un comédien ou il est possible, ou d'un chercheur ou n'importe d'un journaliste ou autre. Il est possible d'imaginer de traduire ça par des traducteurs, voilà. Et ensuite d'en faire une voix de synthèse dans la langue cible pour un coût modique par rapport à le fait d'embaucher un locuteur de la langue en question. Ça reste de l'expérience un peu dégradée néanmoins. C'est comme quand vous allez sur un journal pour faire lire le contenu d'un article, c'est de la voix de synthèse. Vous avez un peu l'impression que c'est votre GPS qui vous raconte un podcast. C'est pas d'une expérience totale, mais c'est un moyen d'accessibilité. Alors attention, ce que je dis là va être battu en brèche, c'est-à-dire que dans les quelques années, la qualité du contenu aujourd'hui de voix de synthèse sera très bonne. Vous avez des outils, par exemple, assez bluffants, où vous mettez dedans un article de 30 pages et il va vous le résumer en mode conversationnel comme un podcast américain. Alors, il le fait qu'en anglais aujourd'hui. Mais c'est la limite que vous avez dans les outils d'IA. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être scientifiquement exact, ça va être écrit, voilà, vous allez devoir retoucher, etc. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire, 1, penser dans la langue cible. 2, effectivement, s'il y a une langue en plus, il vaut mieux l'imaginer dès le début et effectivement faire des versions à chaque fois. Et 3, pour les versions simples, vous pouvez utiliser l'IA avec l'accord des ayants droit. Alors, il y avait une question sur le fait de filmer ou pas son podcast. Alors, filmer, voilà, ça dépend. Si c'est du reportage ou documentaire, c'est un peu compliqué. Si c'est du talk, c'est-à-dire 2 personnes dans un studio, c'est possible parce que ça permet d'extraire principalement des séquences, de les sous-titrer pour pouvoir les mettre sur TikTok ou Instagram et augmenter la viralité et la découvrabilité. Bon. Et effectivement, YouTube est une plateforme de podcast de plus en plus prisée. Donc aujourd'hui, nous, on diffuse 10% de nos contenus sur YouTube, mais c'est pour l'instant avec une piste audio.
et une forme d'onde. On ne le filme pas. Le problème que vous avez à filmer, c'est que malgré tout, même avec de l'automatisation et un format simple, vous rajoutez des contraintes de post-production et donc des coûts. Alors que l'audio, l'intérêt, c'est que c'est un format pas cher. Et pour faire un beau son, vous n'avez pas besoin d'engager des coûts très élevés et du temps de post-production très élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, un talk, c'est pour un ingé son une journée, une demi-journée de préparation, une demi-journée d'enregistrement pour 3/4 d'heure, par exemple, et une demi-journée à une journée de post-production. Si vous faites ça en vidéo, vous doublez tout. Donc, c'est vrai que c'est une question de coût pour un bénéfice qui n'est pas forcément là. Alors, sauf à avoir une star, donc du coup, et à ce moment-là, de vouloir faire un objet vidéo. Mais à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à dire, faites-le de manière exceptionnelle pour ces raisons-là, parce que sinon, vous allez vous mettre à faire du YouTube. Et pour l'instant, nous, en tout cas, la position qu'on a, c'est vaut mieux bien faire de l'audio. C'est un format court, pas cher, avant de bien faire de la vidéo, où là, la marche, elle est plus grande. Voilà. Bon. Et aussi, de toute façon, pour faire de la vidéo, il faut aussi avoir des canaux de distribution déjà forts. Parce que faire une vidéo qui, finalement, va être vue par très peu de gens parce qu'on n'a pas déjà une chaîne YouTube très active, etc., c'est un peu dommage. En podcast, il n'y a que 2 endroits où on peut mettre de la vidéo. C'est sur YouTube et sur Spotify. Donc, il faut être un peu identifié. Je réponds à Cyrielle qui demande la question de l'accessibilité. Alors, en fait, là, pareil, les outils d'IA ont beaucoup amélioré la capacité qu'on avait à rendre accessibles les contenus audio. Alors, auparavant, nous, ce qu'on faisait, c'est on mettait en ligne, mais ça demande un travail qui est compliqué sur nos propres programmes, les transcripts des émissions qu'on faisait nous-mêmes manuellement. Et donc, on a fait tout. Hein. On a fait des tests aussi pour faire des versions vidéo signées en langue des signes. Enfin, voilà. Mais le coût était exorbitant. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de faire un transcript de très bonne facture, y compris, alors vous avez un outil qui s'appelle Music Match avec un X au milieu, qui est gratuit et qui permet de faire le transcript d'un podcast et ensuite de le mettre en ligne avec l'eurodatage, etc. Et aussi, il faut savoir que Apple Podcast fait lui-même le transcript du podcast et vous avez la possibilité de prendre ce texte, de l'éditer, parce qu'évidemment, toujours pareil, le transcript automatique, il a ses biais. Et je vous conseille une relecture, notamment parce que vous pouvez avoir des contresens. La reconnaissance des entités nommées est toujours un peu risquée. Mais ça demande un travail supplémentaire. Ça va vous rajouter 2 heures de chargé d'édition sur donc une édition, ou 2 ou 3 heures d'ailleurs. Hein, ça dépend de la longueur du podcast. Mais effectivement, aujourd'hui, vous avez quasiment toutes les plateformes qui permettent d'avoir Apple ou Spotify la possibilité d'avoir le transcript en temps réel et donc des contenus qui soient searchables par les moteurs de recherche. Alors, il y a Philippine qui a une question sur la façon dont on travaille avec les établissements. Je veux juste, peut-être avant de te redonner la parole, Joël, insister sur un exemple qu'on évoque d'ailleurs dans le livre blanc, qui est l'exemple de 7e Science, qui est un podcast de Sorbonne Université. J'en parle parce qu'il est intéressant sur la question de Philippine, justement, sur la façon dont tout ça peut naître au sein d'un établissement ou se coordonner. On avait la responsable du podcast au sein de Sorbonne Université qui a rapidement témoigné lors de la présentation physique qu'on a fait sur Paris il y a quelques jours, qui expliquait comment tout ça était né. Donc, en gros, c'est un podcast de vulgarisation scientifique. On s'appuie sur le 7e art et sur les films grand public pour donner la parole à un chercheur qui va décrypter ce qui se passe dans le film. Donc on est vraiment sur un pur exercice de vulgarisation scientifique, mais avec un podcast qui a très très bien marché et qui a du coup eu du rayonnement pour l'établissement. Et on avait aussi le DIRCOM dans la pièce. Et le DIRCOM de Sorbonne U, tout en se félicitant de la réussite du podcast, nous a raconté que ça s'était fait un peu sans lui. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est souvent ce qu'on constate dans les établissements, c'est que en gros il y a 2 acteurs autour du podcast souvent qui se manifestent. D'une part la vulgarisation scientifique, donc plutôt côté direction de la recherche, et puis d'autre part la direction de la com. C'est pas toujours sur les mêmes sujets, c'est pas toujours sur les mêmes publics visés non plus, et puis parfois ce qu'on constate malheureusement c'est qu'ils se parlent pas.
Et donc, il peut y avoir un podcast qui sort vraiment anglais vulgarisation scientifique sans nécessairement s'être posé la question de quel type d'autres retombées on peut en attendre finalement en termes d'image ou de communication pour l'établissement. Et nous, notre travail, quand vous venez nous voir avec ce genre de projet, c'est d'essayer justement de démêler les intentions et de faire en sorte que le brief soit clair et qu'il réponde à toutes les parties prenantes de l'établissement. Donc, on peut travailler avec des gens très divers sur la question d'un podcast. Parfois, c'est même un enseignant-chercheur seul qui le porte. Il peut y avoir des configurations très différentes. Ce qui va être important, c'est qu'à un moment donné, dans le processus de production, et même au moment du brief, qu'on mette finalement tous les acteurs autour de la table, parce que à différents moments de la production, ils vont jouer un rôle. Je pense par exemple à la diffusion. La direction de la communication va jouer évidemment un rôle important sur la diffusion, sur le fait de pouvoir promouvoir ce podcast sur l'ensemble des canaux de l'établissement, toucher des cibles auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, etc. Donc voilà, c'est important de démêler les intentions et de mettre tout le monde autour de la table. Mais peut-être que Joël ou Alban, vous voulez compléter là-dessus ? Non, pas de problème. Peut-être je laisse Alban répondre à la question de Philippine. Concrètement, comment travaillez-vous avec le contenu, le fond du podcast avec l'établissement concerné ? Est-ce qu'il y a une personne de référence avec qui vous êtes en lien dans l'établissement supérieur ? Et si oui, quel rôle peut avoir cette personne ? Ouais, alors ça peut effectivement être des personnes très variées. Manuel parlait de professeurs, parfois c'est des professeurs, parfois c'est le service de médiation, parfois c'est le service de communication. Nous, généralement, ce qui se passe, c'est que on est contacté par les établissements, soit parce que ils ont envie de faire un podcast, que le contenu, que le format les intéresse, soit parce que ils ont des territoires qu'ils voudraient occuper, et le podcast est un peu l'outil qui va leur permettre d'aller là-dessus. Enfin, il peut y avoir plein de sujets différents. Parfois, les gens arrivent avec des idées déjà assez précises, parfois avec des idées bien plus vagues. Nous, de toute façon, le rôle des studios, c'est vrai d'être vraiment là dès la conception en fait du programme, pour pouvoir vous aider déjà à travailler autour du brief, qu'on puisse vraiment identifier les cibles, pourquoi est-ce qu'on veut faire le podcast, qu'on puisse travailler aussi la conception, donc le fond des épisodes, comment est-ce qu'on va angler les choses, quels sont les sujets intéressants, comment est-ce qu'on peut justement vraiment être intéressant avant d'être intéressé et avoir un angle un peu grand public. Ensuite, vous accompagnez aussi sur tout ce qui est le casting, qui va porter les projets, et puis ensuite sur toute la création, évidemment, édito en proposant, nous on est assez proactif en fait, on travaille beaucoup avec des journalistes, beaucoup avec des auteurs, et c'est vraiment les auteurs, les journalistes qui vont s'emparer des sujets et qui vont être assez proactifs pour faire des propositions d'angles, de sujets. Nous on attend beaucoup des universités, en revanche, qu'elles nous aiguillent dans les ressources auxquelles on peut avoir accès, les chercheurs, les terrains qui peuvent être radiophoniques, enfin voilà, tout ça pour le coup ça vient souvent des universités. Donc voilà, donc pas de personne de référence en particulier au sein de l'université. En revanche, on aime bien avoir quelques interlocuteurs clairement identifiés, sur une équipe, on va dire à peu près de 3 personnes maximum, et que la chaîne aussi de validation soit assez claire en interne. Et que les personnes qui fassent partie de la chaîne de validation soient aussi assez sensibilisées au podcast, puisque, comme le racontait aussi Manuel plus tôt, on a vraiment un intérêt à aller sur des terrains qui peuvent être un peu challengeants, qui peuvent être un peu qui impliquent éditorialement qu'on porte des choses vraiment intéressantes, et il faut du coup que tout le monde soit bien sensible à ça pour vraiment faire le contenu le moins lisse possible, on va dire. Alors, une question de Judith. Pour ma part, je coordonne un atelier radio et fais faire des interviews d'étudiants diffusés en podcast sur la chaîne de la web radio créée en 2011. Avez-vous ce genre d'expérience ou bien avez-vous des idées pour creuser le principe des podcasts professionnels ou de recherche avec celui du podcast comme exercice pédagogique ? Alors, on n'a pas d'expérience, mais on rencontre souvent au Festival de la radio de Brest chaque année en février les gens de Radio Campus qui sont aussi assez impliqués dans les questions d'utiliser le podcast comme support pédagogique. Donc, voilà. Nous-mêmes, en règle générale, on fait plutôt intervenir des auteurs, autrices, journalistes pour fabriquer des contenus et les personnes
non journalistes sont souvent les enseignants ou les chercheurs des structures. Voilà. Mais il y a ou les témoins, les étudiants peuvent être les témoins. Voilà. Il n'y a pas de... j'ai pas d'expérience là-dessus. Peut-être, Alban, tu me corrigeras. Ça signifie pas pas avec des étudiants. moi, je pense que la radio, de la même manière que tous les supports de médias, la fabrication d'un journal en pédagogie font partie des choses qui sont intéressantes et voilà, sur lesquelles... Alors, je n'ai pas de référence à vous donner là-dessus, mais peut-être que... J'en ai peut-être, mais c'était pas avec des étudiants. Ça nous est jamais arrivé de travailler avec des universités, en tout cas dans ce sens-là. En revanche, souvent avec d'autres médias ou avec des acteurs qui savent que de toute façon, ils voudraient assurer la production en interne, mais qui ont parfois un peu besoin de coups de main pour se lancer dans le processus ou parce que d'avoir des conseils édito, etc. On fonctionne parfois sous forme de résidence, c'est-à-dire qu'on va prévoir plusieurs séances pour pouvoir mettre au point le podcast qui soit le plus intéressant possible pour le grand public. Donc l'idée, c'est qu'on vous reçoive, qu'on discute un peu avec vous et avec les équipes qui vont créer les podcasts des enjeux, qu'on puisse vous accompagner éditorialement, qu'on puisse vous former aussi sur la prise en main des outils techniques, sur comment est-ce qu'on fait une bonne interview, enfin voilà, qu'on puisse vous former un peu là-dessus pour que à terme, à la fin de des 2 sessions à peu près, on puisse vous puissiez être autonome dans la prise en main des outils de création de podcast et qu'on puisse aussi créer un pilote ensemble. Alors, une question de Béatrice Siliberto. Bonjour, merci. Concernant la diffusion, par exemple, sur Apple Podcast, les chaînes partagées créées depuis SoundCloud sont réunies sur un même podcast. Est-ce qu'il est recommandé d'avoir la globalité de podcasts ensemble sur une même chaîne ou séparer la diffusion par série? Alors, nous, comme je disais tout à l'heure, on recommande d'avoir un flux, c'est-à-dire une adresse dans lequel vous mettez tous vos podcasts. Par contre, attention, il faut que ces podcasts aient un format comparable. C'est-à-dire le contenu peut être différent, mais par exemple, l'habillage visuel et sonore, le nom doit avoir des caractères communs. Sinon, en fait, ça va faire un peu un patchwork et ce sera compliqué de s'y retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il ne suffit pas de... Alors, SoundCloud, vous pouvez créer un compte. C'est comme un YouTube du son. Et ce compte, il y a un flux RSS qui est dédié à ce compte. Bon. Et ce flux, vous pouvez le déclarer ensuite dans Apple, Spotify et autres. Bon. Nous, on a commencé comme ça. Par contre, ce que vous mettez sur SoundCloud, moi, je vous conseille que, même si ça provient de sources différentes, ça obéisse à une même charte. C'est-à-dire que l'habillage sonore soit similaire, les introductions soient faites de manière similaire, les métadonnées soient faites de manière similaire, et l'habillage visuel, c'est-à-dire la petite imagette de 3000 pixels sur 3000, soit faite de manière comparable, même si elle peut être contextualisée. Sinon, en fait, les gens vont plus savoir ce qu'il y a dans leur flux, ils ne reconnaîtront plus rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, on a gardé tout le monde pendant 54 minutes. Voilà, c'est très bien. On a dû garder tout le monde. C'est plutôt pas mal. Peut-être une question sur l'argent, parce qu'on a assez peu parlé d'argent. L'argent. Tu veux dire les questions financières liées à l'argent? Tout à fait. Combien ça coûte de promouvoir son podcast, par exemple? Parce que je pose la question en étant... en sachant ce que je fais, c'est-à-dire que je constate que beaucoup d'universités et d'écoles vont jusqu'à la production, la mise en ligne, mais souvent, comme dirait Benoît Poulvord, ils se sont arrêtés là. Et c'est un peu dommage, voilà, parce que le petit effort supplémentaire qui manque pour faire connaître au monde la qualité de la production, il est absent. Donc, disons que question de coût, mais il y a peut-être autre chose. Combien ça coûte de promouvoir son podcast? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par promouvoir? Promouvoir, ça peut être, comme on l'a dit, déjà s'adresser à l'interne. Il y a des choses pas chères qui peuvent exister. Faire une séance d'écoute dans un amphi, c'est pas cher. Enfin, on loue les casques HF, c'est 200 balles, voilà. Bon, et puis plus le pot, le buffet qui va avec. Mais c'est voilà. Ensuite, vous pouvez faire de la publicité sur un podcast tiers, ou alors d'abord sur vos propres podcasts ou ceux d'une université sœur ici ou là, et vous concurrentes mais néanmoins amis, et donc du coup vous pouvez faire de l'échange, donc ça veut permettre aussi de faire de la découvrabilité. Vous pouvez acheter de l'espace publicitaire à un tarif aux alentours entre
15 et 60 € le CPM, le coût pour 1000. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire la pub de votre podcast sur un autre podcast, ce qui est très ciblé parce que ça va permettre évidemment de s'adresser aux gens qui écoutent déjà des podcasts. Donc, le taux de retour sera quand même meilleur. Ensuite, vous allez pouvoir acheter des écoutes dans des podcasts, c'est-à-dire le fait de diffuser votre podcast dans un flux en achetant cette position-là et en comptabilisant les écoutes soi-même. Et là, on va être aux alentours d'1 € l'écoute à peu près. Donc, ça va dépendre de votre cible et de vos objectifs. On a tendance à dire que si vous avez un budget de podcast de production de 100 €, il va falloir mettre dans l'idéal, et c'est souvent, il va falloir imaginer qu'il faut mettre 100 € en promotion. En règle générale, c'est rarement le cas. Les gens mettent rarement plus de 50 et ils ont tort. Mais effectivement, il faut imaginer quand même ça. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Encore une fois, on est à votre disposition au-delà de ce webinaire, hein, si vous avez des questions. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on partage le livre blanc. Il est dispo sur le site de Binge, il est dispo sur le site de Caneva et Associés. On va vous remettre les liens dans le chat. Et puis, évidemment, on serait ravis de pouvoir vous accompagner sur des projets de podcast ces prochains mois. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir et bonne journée. Merci beaucoup.